première année étant celle à laquelle on accède par le concours vétérinaire post-bac, justement, dont on va parler. C'est une première année qui n'est réservée qu'à cette voie d'accès-là. Les autres voies d'accès, après la prépa, après l'université, après un BUT, un BTS, etc., permettent d'entrer directement en deuxième année. Les objectifs de la mise en place de cette voie étaient de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires, puisque les lycéens qui rentrent en école vétérinaire juste après le bac auront 6 ans d'études en tout après le bac, alors que pour les autres voies d'accès, étant donné qu'il y a 5 ans dans l'école vétérinaire, mais qui sont précédés de 2 à 3 ans avant le bac, avant le concours, pour pouvoir rentrer, ça fait un total de 7 ou 8 ans. Mais bien évidemment, nous souhaitons recruter des élèves de très bon niveau, qui sont capables de suivre des études vétérinaires et, vous le verrez, qui ont des qualités, des capacités qu'on qualifie de non académiques avérées. J'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Nous souhaitons enfin améliorer la diversité sociale de nos étudiants, qu'on considère comme non satisfaisante actuellement, et également leur répartition sur le territoire métropolitain, ultramarin, voire à l'étranger. Je commence par les conditions d'éligibilité. Notez cet arrêté-là qu'on peut retrouver sur le site Légifrance, l'arrêté du 1er août 2019. C'est lui qui définit toutes les voies d'accès aux écoles vétérinaires, en incluant le concours post-bac. Et point commun à toutes ces voies d'accès, il faut être de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne ou des 4 pays qui ont signé un accord avec l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Pour le concours post-bac, il y a des conditions supplémentaires. Il faut être en classe de terminale, être cette année, au moment de l'inscription, en classe de terminale, en France ou à l'étranger, et préparer pour la première fois un bac de la filière générale. Ça signifie que si on redouble sa terminale, on ne peut pas candidater. Si l'on prépare un bac pro ou un bac techno, on ne peut pas candidater. En revanche, si on est dans l'hémisphère sud, par exemple en Nouvelle-Calédonie, et qu'on passe le bac là dans quelques semaines, au mois de décembre, eh bien, on est tout à fait éligible. Et si on est français à l'étranger en préparant un diplôme dans le pays d'accueil qui est équivalent au bac, à condition que ce soit pour la première fois, eh bien, on est éligible aussi, pas de problème. Dans tous les cas, on ne candidate pas directement dans une école vétérinaire, on candidate et on formule son vœu sur Parcoursup. Les spécialités, vous êtes en terminale ou en première, donc vous avez déjà fait votre choix de spécialité. Il est clair que nous avons recommandé la triplette SVT, Sciences de la vie et de la terre, ou son équivalent dans les lycées agricoles qu'on appelle biologie, écologie, et physique, chimie et maths en première, et en terminale, la biologie et physique, chimie. Voilà, ça ce sont nos recommandations. Mais nous verrons que tous les profils de spécialité sont admissibles à se présenter au concours. Je parlerai tout à l'heure des différences de chance que ça donne. Nous avons recommandé aussi de prendre l'option maths complémentaire pour celles et ceux qui auraient choisi de conserver SVT et physique-chimie. Comment postuler? Tout se fait sur Parcoursup, les écoles vétérinaires ayant adopté la charte Parcoursup. Donc l'expression du vœu se fait sur Parcoursup, je vais vous expliquer comment dans un instant. Le paiement des droits d'inscription au concours également. La confirmation des vœux, une fois qu'on a payé les droits, et il y a une autre condition dont je vous reparlerai, se fait avant le 7 avril sur Parcoursup. Et puis, c'est Parcoursup qui annonce aux candidats qui ont la chance d'être admissibles aux épreuves orales qu'ils le sont. C'est sur Parcoursup qu'on choisit le créneau, le jour et l'heure où on veut passer les épreuves, dans une fourchette de dates qui sont évidemment proposées. Ensuite, on reçoit la convocation à cette épreuve, et c'est au mois de juin, sur Parcoursup, qu'on sait si on est admis ou pas, et qu'on peut choisir son école d'affectation.
Ce qui n'est pas géré par Parcoursup, c'est le questionnaire de préorientation. C'est un questionnaire qui est, en plus du paiement des droits, indispensable pour pouvoir confirmer un vœu sur Parcoursup. C'est donc un questionnaire qu'on remplit entre janvier et mars. Les épreuves proprement dites, elles ne sont évidemment pas sur Parcoursup, c'est nous qui les organisons. Et puis jusqu'à présent, Parcoursup n'annonçait pas aux candidats qui n'étaient pas admissibles aux épreuves, donc qui ne recevaient aucune information. Nous avons été donc conduits à le faire et nous le referons cette année si Parcoursup ne change pas ses modalités. Le concours est donc commun aux 4 écoles. Ça ne sert à rien d'essayer de contacter une école pour demander comment on peut candidater à cette école. On candidate pour le concours, on ne candidate pas pour être étudiant dans une école. Donc, on formule un vœu pour le concours commun des 4 écoles vétérinaires et c'est ensuite, une fois qu'on a formulé ce vœu, que Parcoursup propose en sous-vœu les 4 écoles vétérinaires et on choisit en sous-vœu les ENV où l'on souhaiterait aller. Mais attention, nous conseillons véritablement de mettre les 4. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Le choix de l'école se fait sur Parcoursup à partir du moment où on est admis au concours. On n'est pas admis dans une école ou dans une autre. On est admis au concours et Parcoursup vous propose automatiquement une admission dans les écoles que vous avez mis en sous-vœu. C'est pourquoi, si vous n'en mettez que 1, 2 ou 3, vous perdez des chances, puisque si jamais vous êtes moins bien classé et que ces écoles sont complètes, eh bien vous pouvez perdre le bénéfice du concours. Dans Parcoursup, on ne peut pas être affecté dans une école qu'on n'aurait pas choisie en sous-vœu. Voilà. Donc vous mettez les 4, sachant que dans Parcoursup, on peut tout à fait refuser une admission si, pour une raison ou pour une autre, elle ne convient pas. C'est d'autant plus intéressant que vous savez sans doute que Parcoursup autorise des vœux pour 10 formations, pas plus. Et le concours commun consomme un vœu. Il vous reste donc 9 vœux pour demander une inscription en classe prépa, à l'université, etc. Et le fait que ce soit un concours commun ne consomme aucun des sous-vœux qu'autorise Parcoursup. Il en autorise 20, c'est-à-dire que parmi les 10 vœux qu'on a faits, on peut ensuite formuler des sous-vœux pour un total de 20. Et bien là, on n'en consomme aucun. Donc, vous avez tout intérêt à mettre les 4 écoles vétérinaires en sous-vœux, c'est clair. Même si vous savez très bien qu'il y en a une qui vous arrangerait moins, il sera toujours le temps, en mois de juin, de décider avec la famille si oui ou non vous acceptez une proposition d'admission éventuelle dans cette école. Je vais vous parler donc de la formulation et de la confirmation du vœu, de ces fameux droits d'inscription et du questionnaire de préorientation, puis des conditions d'admissibilité, puis des épreuves. Donc, quand on formule un vœu pour le concours commun vétérinaire, on obtient un lien vers un site de paiement en ligne qui est partenaire de Parcoursup et qui s'appelle Paybox et auquel nous avons choisi d'adhérer pour ce paiement. Donc, vous payez vos droits d'inscription en ligne, comme sur des sites marchands, et la somme est de 20 €, ce qui est largement inférieur à celui des autres grandes écoles qui sont des filières sélectives sur Parcoursup. Ce paiement est obligatoire pour confirmer le vœu et Paybox informe automatiquement Parcoursup que vous avez payé, donc vous n'avez rien à faire. Automatiquement, la case est cochée dans votre dossier. La deuxième condition, c'est de remplir un questionnaire de préorientation. Dans Parcoursup, dans la partie conditions d'inscription, vous verrez le moment venu, à partir du 20 janvier, quand Parcoursup ouvrira, vous verrez un lien vers le site du concours, donc un site organisé par les écoles vétérinaires, sur lequel vous pourrez créer un compte. Ça ne sert à rien d'essayer de créer un compte avant le 20 janvier, parce que nous exigeons pour créer ce compte d'avoir votre numéro de dossier Parcoursup. Donc, le premier temps, c'est de s'inscrire sur Parcoursup à l'ouverture de la plateforme et d'y créer votre dossier et ensuite de formuler votre vœu pour les écoles vétérinaires. Là, vous notez ce lien et vous venez créer votre compte sur le site du concours. Et là, vous avez un questionnaire de préorientation à remplir. Qu'est-ce que c'est que ce questionnaire? C'est en fait un questionnaire qui ne nous sert pas à nous, mais qui vous sert à vous.
Suis-je capable de suivre des études vétérinaires? Voilà les questions qu'on aimerait que vous vous posiez. Et mes représentations de la profession vétérinaire sont-elles réalistes? Donc c'est en fait un questionnaire de sensibilisation, ni plus ni moins. Il est obligatoire de le remplir pour pouvoir confirmer son vœu, mais il n'est ni noté, ni conservé. Il n'est pas utilisé ni pour l'admissibilité au concours, ni pour l'admission, et il n'est pas transmis aux écoles vétérinaires en cas d'admission derrière. Il est juste indicatif. Par contre, quand on l'a rempli, on obtient une attestation PDF automatiquement envoyée à votre adresse mail que vous avez renseignée au moment de la création du compte. Et cette attestation, vous la téléversez, vous l'uploadez, pour parler en franglais, directement dans Parcoursup. Voilà. Attention, les licences de biologie utilisent ce même principe d'un questionnaire de sensibilisation et notre questionnaire est différent. Il est spécifique aux écoles vétérinaires. Donc, si vous candidatez au concours commun veto, mais aussi à une université pour faire une licence de biologie, par exemple, vous avez donc deux questionnaires à remplir qui sont à deux adresses différentes. L'admissibilité. Une fois que la clôture des vœux est terminée, le 8 avril 2022, quelques jours après, il faut quand même une semaine, les écoles qui recrutent sur Parcoursup reçoivent les dossiers des candidats. On va utiliser quoi? On va utiliser les notes de première et de terminale. S'il y a eu redoublement de première, on ne tient compte que de la deuxième année de première et voilà, on ne tient en aucun compte des années antérieures, que les notes de première et de terminale. On prend les notes des spécialités et donc en première, on prend les notes des bulletins scolaires de spécialité, les 3 trimestres. Et en terminale, on va prendre, s'ils sont maintenus, en espérant qu'il n'y ait pas de 5e ou de 6e vague de Covid, on va prendre les notes du bac des épreuves de spécialité que ceux qui sont en terminale parmi vous vont passer au mois de mars. Voilà, donc on va prendre les notes de SVT, de physique, chimie et ou de maths, et toutes les spécialités. Simplement, vous voyez, comme on a recommandé la biologie et la physique-chimie. On a pris la décision de donner le même poids aux maths, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui candidatent aussi pour des classes prépa, etc. Donc, on prend au même niveau physique, chimie et maths, et puis toutes les autres spécialités ont un poids un petit peu inférieur. Donc, autrement dit, la spécialité qui apporte le plus de points, c'est la biologie, puis ensuite au même niveau physique, chimie et maths, puis ensuite toutes les autres spécialités. Mais la différence de poids entre les spécialités n'est pas disqualifiante. Et parmi les admis, il y en a quelques-uns qui ont au moins une autre spécialité que celles qui sont recommandées. Les 3 spé de première et les 2 spé de terminale comptent. Voilà. On prend en plus, parmi le tronc commun, les notes du bac de français, les notes d'histoire géo tronc commun et les notes des 2 langues vivantes A et B. Et donc, pour ça, on fait la moyenne des bulletins scolaires. En français, on prend les notes du bac de français. Et en histoire géo et en langue, on prend la moyenne des bulletins scolaires des 3 trimestres de première et des 2 premiers trimestres de terminale. Les options ne comptent pas. J'ai dit tout à l'heure que nous recommandions l'option maths complémentaire pour ceux qui avaient choisi SVT et physique-chimie. On la recommande, maths complémentaire, parce qu'elle sert à mieux suivre la première année, où il y a quand même des maths. Mais comme les options ne sont pas obligatoires pour tout le monde, en fait, on ne prend pas en compte les options pour l'admissibilité. Les notes que je viens d'évoquer ici comptent pour environ 80% des points qui permettent d'être classés, mais nous prenons également pour environ 20% des éléments qualitatifs qui sont renseignés dans ce qu'on appelle la fiche à venir. C'est quoi? Eh bien, c'est votre capacité à vous investir dans votre projet de formation, vos méthodes de travail, votre autonomie,
ces 3 premiers critères seront évalués de 1 à 4 de non démontré à excellent. Par qui? Eh bien, par le professeur principal ou professeur référent, ça porte des noms différents suivant les lycées, le tout étant harmonisé par le proviseur du lycée ou le directeur, bien entendu. Et le 4e élément, il est binaire, c'est oui ou non, c'est avez-vous fait la preuve d'un engagement citoyen au sein du lycée, à l'extérieur du lycée, pompiers volontaires, participation active à du bénévolat associatif, etc., etc. Ça, nous le valorisons et nous allons valoriser également, ça n'est pas sur cette diapositive, mais nous allons valoriser également les étudiants issus de milieux défavorisés qui ont bénéficié d'un dispositif de type cordée de la réussite. Voilà. Dans la fiche à venir, c'est également là que vous renseignez ce que Parcoursup appelle le projet de formation motivée, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une lettre de motivation. Pourquoi est-ce que je l'ai mis entre parenthèses? Parce que comme c'est du texte et comme nous avons beaucoup de candidats, nous ne l'évaluerons pas pour l'admissibilité, nous l'évaluerons pour l'admission. Donc ça ne sert pas dans la phase 2. Enfin, ce n'est pas dans la fiche à venir, mais nous allons tenir compte aussi du pourcentage de mentions très bien du lycée. Quelle idée y a-t-il derrière? Eh bien, l'idée, c'est de favoriser des candidats qui sont très bons, qui ont un très bon niveau, mais qui ne sont pas forcément dans les lycées les plus prestigieux, qui ont les meilleurs pourcentages de mentions très bien. Voilà. Donc, ça ne disqualifie en aucun cas les lycées prestigieux. Parmi les étudiants que nous avons cette année, il y en a qui ont fait leur scolarité là-dedans, mais ça donne un petit bonus à des lycées qui habituellement performent moins en matière de pourcentage de mention très bien. Si vous avez la chance et le mérite d'être admissible aux épreuves du concours, eh bien, vous allez passer des épreuves en visioconférence. L'année dernière, c'était à cause de la crise Covid, mais nous avons décidé, comme nous avons fait la preuve que ça marchait, de conserver la visio cette année. C'est beaucoup plus équitable et ça rejoint notre objectif de diversification sociale, puisque ça permet de passer le concours, même si on est loin de Paris, parce que si les épreuves orales avaient été organisées, ça aurait été en région parisienne. Le score d'admissibilité, le dossier scolaire n'intervient plus pour l'admission. Et il n'y a pas d'épreuve classique de biologie, de physique-chimie, de maths, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a 7 ateliers très courts de 10 minutes qui comprennent 4 mini-entretiens. Donc, ce qu'on appelle des mini-entretiens, c'est des entretiens, mais scénarisés courts. Scénarisés, ça veut dire que vous êtes devant un cas, une situation que vous analysez, et l'examinateur va vous poser des questions selon un scénario qui est écrit à l'avance. Et puis 3 QCM. Les examinateurs, pour les 4 entretiens, sont formés à ça et sont interchangeables. Alors, c'est quoi les 4 entretiens? C'est l'un sur le thème de votre expérience en relation avec la profession vétérinaire et plus largement avec tous les métiers qui sont en rapport avec les animaux. Expérience ne veut pas forcément dire expérience de terrain stage. Si vous n'avez pas fait de stage, vous êtes éligible quand même du moment que vous êtes renseigné et que vous avez une bonne connaissance de ça. Vos perspectives d'avenir, vos motivations à étudier, ce que vous envisagez au niveau professionnel, et ça ne sert à rien de raconter un discours convenu en essayant de savoir ce qui va plaire au jury. Il faut vraiment, et on s'en aperçoit très vite si c'est le cas, il faut vraiment dire comment vous vous projetez dans l'avenir. Un entretien sur le bien-être animal et un entretien sur un dilemme éthique, pas forcément en lien avec le monde vétérinaire. Et 3 QCM, un QCM d'interprétation de données, courbes, figures, graphiques, un QCM de calcul arithmétique, produit en croix, niveau collège, pas niveau spécialité de maths, et un questionnaire d'aptitude à se représenter dans l'espace des figures en 2D et en 3D, à les faire tourner, etc. Quel profil d'étudiants souhaitons-nous sélectionner? Je vous l'ai dit, en fait, des bons profils
de bons niveaux scolaires, mais avec d'autres capacités que uniquement les résultats en maths, en physique, chimie, en biologie, etc. Donc on veut des gens qui connaissent et de préférence qui aient déjà une expérience du travail avec les animaux au sens large, de bonnes connaissances et compétences scientifiques, ça c'est les notes scolaires, hein, mais une agilité intellectuelle et des capacités de raisonnement et d'argumentation qui sont structurées, voilà, à l'oral et à le faire vite. Agilité, ça veut dire raisonner vite, voilà. Compétences en communication, aptitude à s'exprimer avec aisance à l'oral, à formuler ses idées de façon précise. Bonnes connaissances et compétences méthodologiques, c'est pourquoi on utilise les éléments de la fiche à venir. Et puis des qualités humaines, d'empathie, de bienveillance, d'écoute, qu'on évalue pendant les oraux. Ces critères seront représentés, redéfinis sur Parcoursup, hein, vous les aurez. Hein. Les oraux, c'est donc en visioconférence via l'outil Zoom, qui n'est pas l'outil que vous utilisez aujourd'hui. Il vous faut donc une connexion haut débit stable, mais si là, vous voyez et vous entendez correctement, c'est qu'a priori c'est le cas. Hein. Sous des conditions très strictes, il faudra être seul dans la salle, que la salle ferme, etc. Enfin bon, ça peut être chez vous, hein, mais dans des conditions assez strictes, mais qu'on précisera largement à l'avance sur Parcoursup. Et ceux qui seront admissibles auront accès à des docs et à des vidéos explicatives pour pouvoir s'y préparer. Voilà, il n'y a rien non plus d'hyper drastique. Au contraire, nous souhaitons mettre en confiance les candidats et pour ça, ils seront accueillis par des étudiants en école vétérinaire qui sont en cours de sélection là, et qui vont être formés. Dans la salle principale, l'équivalent de la salle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là sous Teams, les candidats sont ensuite répartis en sous-salles de manière à préserver la confidentialité des entretiens sans que les autres puissent écouter. Quand auront lieu ces épreuves? Du 25 au 29 avril, voilà, avec une session de secours en cas de grosse difficulté de connexion le lundi 2 mai. Mais ça sera du 25 au 29 avril, attention, ça sera pendant les vacances scolaires pour les zones A et C, et ça sera la première semaine de reprise après les vacances pour la zone B. Alors, ceux qui auront repris en zone B, eh bien, peuvent évidemment demander une autorisation d'absence à leur lycée pour participer à cette épreuve, sachant que c'est une seule demi-journée par candidat. C'est même moins d'une demi-journée, puisque 7 ateliers de 10 minutes, voilà, 70 minutes, plus, on va dire, 30 minutes de briefing, de vidéo explicative au début, etc. Vous voyez que c'est moins de 2 heures de connexion par candidat. Voilà. Et c'est vous qui choisirez sur Parcoursup la demi-journée dans laquelle vous pourrez passer et l'heure dans la demi-journée. Il y a un circuit à 8h30 le matin, il faut être connecté à 7h30. Il y a un circuit à 10h30 et il y en a deux pareil l'après-midi. Attention, l'arrêté du 1er août 2019 précise qu'on a le droit de présenter que 2 fois les concours d'accès aux écoles vétérinaires, quels qu'ils soient. Sauf que c'est quand on est considéré comme inscrit au concours. Donc, pour le concours post-bac, c'est seulement si on est admissible. Autrement dit, j'ai exprimé un vœu sur Parcoursup, j'ai confirmé mon vœu, je suis admissible aux entretiens, mais malheureusement, je ne suis pas admis. Eh bien, dans ces cas-là, il me reste une chance de passer le concours par une autre voie, puisque je ne peux pas le repasser en post-bac, il faut être inscrit en terminale pour la première fois. Par contre, si j'ai exprimé mon vœu, mais que je ne suis pas admissible, ou que j'ai changé d'avis et que je n'ai pas confirmé mon vœu, je conserve mes 2 chances. Alors certains pourraient se dire, mais dans ces cas-là, je n'ai pas intérêt à passer le concours post-bac, j'ai intérêt à conserver mes chances pour l'avenir. Oh, que si vous avez intérêt à passer le concours post-bac. Regardez les statistiques. En 2021, nous avons déclaré 719 candidats admissibles. J'ai oublié de les saluer. Il y en a 2 qui ont été admis, qui faisaient partie des 719 et qui font partie des 160 admis qui sont présents aujourd'hui, Jacques et Ilyes, et ils répondront à vos questions si vous en avez à leur intention. Donc, vous voyez que ça fait 22,3% des candidats
qui étaient inscrits et qui sont rentrés. Le concours A, il y avait cette année 2055 inscrits, à Bac plus 2 ou à Bac plus 3, c'est-à-dire en comptant ceux qui avaient déjà échoué une fois au concours et qui l'auront passé après avoir redoublé la deuxième année de prépa. Il y avait 461 places, ce qui fait donc un pourcentage quasi équivalent, et il va baisser cette année, puisqu'il va baisser de 140 places à peu près, même si l'arrêté n'est pas encore paru. Donc il va y avoir un pourcentage inférieur. Et ça, c'est 2 ans à 3 ans après le bac. Le concours ATB, bon, il concerne surtout des gens qui ont fait un bac technologique, mais vous voyez qu'il n'y a que 13% des inscrits qui rentrent. Le concours B à l'université, il y avait 789 inscrits pour 69 places, donc moins de 9% qui sont rentrés. Le concours C est le seul concours qui offre finalement un pourcentage de chance plus important que le concours post-bac, mais concerne des étudiants qui sont passés par un BTS agricole, un DUT, et qui ont fait une prépa TS, donc qui en sont à 3 ans après le bac, avant de commencer leurs études vétérinaires. Et puis le concours D, c'est le concours réservé à ceux qui sont déjà à Bac plus 5, médecins ou plus, médecins, pharmaciens, dentistes, master de biologie, etc. Et vous voyez que le nombre de places est anecdotique. Autrement dit, le concours post-bac est le concours qui offre réellement des chances importantes de rentrer. Et comme il est au bac, si jamais vous n'êtes pas admissible ou admis, eh bien sur Parcoursup, vous aurez formulé 9 autres vœux. Et donc, sans perdre d'année, vous pourrez embrayer sur une autre formation. Donc, c'est vraiment une filière très intéressante. Voilà, donc vous avez ici l'adresse vers le site web du concours, concours-veto-postbac.fr. Vous ne pourrez y créer un compte qu'en janvier, mais vous pouvez déjà aller regarder les informations qui sont dessus, même sans créer de compte. Et à partir du 20 janvier, il faudra votre numéro de dossier Parcoursup, votre adresse email, la même que celle fournie à Parcoursup, et vos prénoms et noms. Voilà. Si vous avez une question, d'ores et déjà, sur le site du concours, vous avez une rubrique qui vous permet de poser ces questions. Je vais très rapidement, et j'en aurai terminé, vous montrer le site du concours. Le voilà. Donc, vous avez énormément d'informations sur ce site. Vous avez sur la session 2021, vous avez des interviews, vous avez les coulisses du concours, vous avez des interviews d'étudiants qui sont rentrés par cette voie-là, et vous avez ici une rubrique questions et contacts, où vous avez ce qu'on appelle une base de connaissances très importante, c'est-à-dire on s'est servi des plus de 1200 questions qu'on a reçues en 2021 pour collecter les réponses. Et là, vous avez plein de questions avec des réponses. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces réponses, vous pouvez créer un ticket et on répondra à toutes les questions qui seront posées. Voilà, Jacques et Ilyes, dites-moi s'il y a eu déjà des questions dans le fil de discussion. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Nous avons quelques questions, surtout sur les conditions d'admissibilité. Donc tout d'abord, est-ce que c'est possible de s'inscrire si on a un bac technologique ou si on sort de BTS? Non. Non, c'est vraiment ce que j'ai dit au départ. C'est prévu par l'arrêté du 1er août 2019, donc ce n'est pas les écoles qui décident. Il faut être en terminale, en filière générale. Donc si on est en terminale, en filière pro ou en filière techno, on ne peut pas. Et si on a déjà passé le bac les années antérieures, BTS, mais autre chose, on ne peut pas. De même, si on n'a pas le bac, mais qu'on prépare un diplôme d'accès aux études universitaires, on ne peut pas non plus. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions aussi sur les moyennes. Est-ce qu'il y a une moyenne minimale à avoir pour accéder à ce concours? Non, il n'y a pas de moyenne minimale. On prend les candidats, on calcule un score d'admissibilité en fonction de leur note et on les classe. Donc, ça veut dire que, en fait, si une année donnée, les moyennes sont un peu plus basses, on prend les premiers qui ont les meilleures moyennes
Et si elles sont plus élevées, voilà, on prend les moyennes un peu plus élevées. On avait aussi des questions justement sur le fait que les places allaient-elles évoluer en fait en fonction des années? Oui, cette année, alors donc il y avait 160 places en 2021, 40 par école vétérinaire. Ça sera également le cas en 2022, 40 places par école vétérinaire, et ça augmentera progressivement ou pas, on ne sait pas trop. Les années d'après, ça n'est pas encore défini, hein. Mais l'objectif annoncé par le ministère, c'est bien d'augmenter le nombre de places par cette voie-là. Mais ça ne concerne pas 2022. Ok. On a aussi une question sur le fait, est-ce qu'il y aurait des préparations pour présenter le concours? Non, nous ne souhaitons pas préparer, que les candidats se préparent. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'évidemment quand on est un élève sérieux, on a envie de se préparer à un examen ou un concours auquel on se présente, mais en fait on n'a pas envie qu'il y ait du bachotage, on a envie vraiment de sélectionner les gens sur leurs qualités intrinsèques et non pas sur des qualités artificiellement développées pendant un temps à la suite d'un entraînement particulier. Et par ailleurs, étant donné que nous avons un objectif de diversification sociale, nous n'incitons pas les familles à payer des sociétés qui vont préparer leurs enfants à ce concours. Ensuite, on n'a aucun moyen de l'interdire, ça relève du choix personnel et familial, hein, mais voilà, nous souhaitons vraiment explorer des capacités intrinsèques. sur le choix des spécialités, est-ce qu'il faut mieux choisir, est-ce que, pardon, la spécialité biologie-écologie des écoles agricoles est-elle un obstacle ou mieux vaut choisir SVT? Enfin, la filière des lycées agricoles, il n'y a aucun critère. Alors, c'est un point important que j'ai l'occasion de signaler. Il n'y a pas de critère ni à l'admissibilité ni à l'admission sur le lycée d'origine. Donc, qu'on soit dans le privé ou dans le public, on a les mêmes chances. Et qu'on soit dans un lycée agricole, donc relevant du ministère de l'Agriculture ou d'un lycée de l'éducation nationale, on a les mêmes chances pourvu qu'on soit en filière générale dans les lycées agricoles, qui est une filière qui est moins répandue dans ces lycées-là. Ce qu'on constate, c'est que les lycées agricoles préparent assez bien leurs candidats, puisque les gens qui vont dans les lycées agricoles, c'est déjà des gens qui ont développé une sensibilité pour le monde agricole et le monde animal. Voilà, les étudiants, les élèves issus des lycées agricoles ont de bonnes chances. Est-ce que ne pas avoir choisi maths complémentaires est un obstacle à l'accès de ce concours? Non, les options ne sont pas prises en compte dans le concours, donc c'est un obstacle, et Jacques et Ilyes pourraient en témoigner. Les maths, pour ceux qui n'ont pas fait maths, pas fait de maths du tout en terminale, c'est un peu compliqué en première année, donc il vaut mieux l'avoir fait, mais en tout cas ça ne change rien sur les chances au concours. Faut-il, pardon, est-ce que sur les questions sur le concours, sur le QCM d'arithmétique, est-ce que c'est du calcul mental? Est-ce qu'il y a une calculatrice? Non, vous avez le droit à une calculatrice, la même que celle qui est autorisée dans les lycées et au bac, hein. Simplement, comme c'est un temps très court, soit il faut être capable de s'en servir très vite, soit voilà, il vaut mieux être capable de faire rapidement du calcul mental. Mais vous avez le droit à une calculatrice. Et c'est des produits en croix, c'est des choses très simples, hein. Il n'y a pas de calcul intégral, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment du calcul arithmétique de base. Mais ça va vite. On a une question aussi sur le fait que les stages seront valorisés ou pas sur Parcoursup. Alors, les stages ne sont pas valorisés pour la phase d'admissibilité. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de téléverser des attestations dans Parcoursup ou de nous écrire en disant où est-ce que je peux envoyer mes lettres de recommandation, etc. On ne les prend pas. Seul le projet de formation motivé, qui est obligatoire dans Parcoursup, est requis. Par contre, ça va servir au moment de l'admission. Alors, les lettres de recommandation, les attestations de stage, etc., non, hein. Mais au moment d'admission,
les candidats qui ont réellement une bonne connaissance de la façon dont ça se passe de travailler avec des animaux et dans différents secteurs, hein, pas uniquement par exemple, pas uniquement les animaux de compagnie, etc., eh bien, ça leur donne des avantages. Donc, les stages, en ce sens, confèrent un avantage aux candidats, au moins sur une, voire deux des épreuves du concours. L'expérience de travail en relation avec le monde du travail avec les animaux, et puis les attentes en matière de bien-être animal. Est-ce que avoir redoublé est un frein à l'accès de ce concours? Alors, on ne peut pas avoir redoublé la terminale puisqu'on ne peut pas se présenter au concours. Parcoursup bloquera la candidature, hein. Par contre, on peut avoir redoublé la première ou redoublé avant. Nous, on ne teste absolument pas ça, on ne le regarde même pas. Donc, ça n'est absolument pas un frein. Par contre, il faut avoir en première et en terminale de bonnes notes, parce que vous avez compris que j'ai répondu qu'on n'a pas de minimum de moyenne qui soit défini, mais plus mes notes sont meilleures, plus j'ai de chances de rentrer. Jacques, du coup, j'ai une question pour toi. On a une élève qui veut savoir si tu as trouvé le concours compliqué. Je dirais que ce concours, c'est pas tellement sur des choses académiques, donc c'est pas compliqué dans le sens scolairement. C'est des questions qui sont vraiment attraits sur le monde vétérinaire. Voilà. C'est pas des. Il n'y a rien qui ne nécessite des connaissances scientifiques de haut niveau, il n'y a rien qui nécessite des connaissances même vétérinaires, hein. Mais par contre, de connaître l'environnement de travail, les problématiques, de s'être documenté, et puis surtout, c'est Jacques ne le dit pas parce qu'il est modeste, Ilyes non plus, mais on évalue leur agilité intellectuelle, hein, la vitesse de raisonnement, la capacité à argumenter assez rapidement sur une problématique donnée. On a une question qui est assez intéressante aussi, c'est pour savoir si après la première année, il y aurait un deuxième concours pour passer en deuxième année. Alors, c'est une excellente question, ça. C'est Lucas notamment qui a posé cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ça n'est pas une classe prépa intégrée. C'est vraiment la première année des écoles vétérinaires. Donc, il n'y a plus de concours après. Quand on est, voilà, Jacques et Ilyes sont étudiants en première année et si tout va bien, ce qu'on leur souhaite, ils vont passer en deuxième année, etc., etc. Il est possible de redoubler si on n'a pas réussi ses examens, mais il n'y a pas de concours, il n'y a pas de nouvelle sélection. Il y a une personne qui se pose la question si être daltonien est un handicap pour le test des aptitudes spatiales. Non, on essaye d'en tenir compte parce que justement, le pourcentage de dyschromatopsie, qui est le terme scientifique pour désigner ça, il est important dans la population et qu'on ne veut surtout pas discriminer ces gens-là. Est-ce qu'on a une possibilité de demander une année de césure Oui. Alors j'en profite pour signaler à Romain et à bien d'autres qui ont posé des questions sur d'autres voies d'accès, qu'il y a d'autres conférences pour ça et que moi je ne réponds que sur le post-bac, hein, parce que sinon on n'aurait pas le temps et je veux répondre au plus grand nombre de questions sur le post-bac. Donc sur le post-bac, en fait, dans le code de l'éducation et donc dans Parcoursup, il est de par la loi possible de demander une année de césure. Cette année de césure, ce n'est pas un droit, donc elle se fait en deux temps. D'abord, on la demande avant les épreuves d'admissibilité, mais les examinateurs du concours ne sont pas au courant de cette demande de césure, ils n'en sont pas informés, on n'a pas le droit, et ça ne nous intéresse pas. Et une fois que le processus d'admission est effectué et que le candidat, s'il est admis, sait dans quelle école il va aller, à ce moment-là, le fait d'avoir coché cette case active la réunion d'une commission sous la présidence du directeur de l'école d'accueil qui décide ou pas d'autoriser cette année de césure. Donc ça dépend du projet, puis ça dépend aussi du nombre de... Parce que quelqu'un qui rentrerait et qui demanderait une année de césure, bah, ça veut dire que l'année qui va suivre, les effectifs seront moins nombreux. Et quand il reviendra de son année de césure, il sera en surnombre par rapport aux autres, puisqu'il conserve donc le bénéfice de son concours.
Donc, c'est pas un acquis, mais c'est possible. Comment est-ce que le choix, le désir de faire une telle spécialité vétérinaire a des conséquences sur le concours, sur l'accessibilité du concours? Vous pouvez reformuler, Jacques, je comprends pas. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on préfère des vétérinaires de campagne ou des choses comme ça? C'est ça. Oui, non. Il a pu être dit que nous souhaitions solutionner la question des déserts, de ce qu'on appelle les déserts vétérinaires ruraux avec le concours post-bac. La réponse est clairement non. Il y a d'autres mécanismes qui viennent de trouver un support juridique qui permettent de financer l'installation d'un vétérinaire moyennant l'engagement, etc. Autrement dit, nous, ce concours-là n'est pas destiné à sursélectionner des candidats ayant telle ou telle ambition d'exercice de la médecine vétérinaire, hein. On veut, je vous l'ai dit, un objectif d'une meilleure répartition sur le territoire national, mais voilà, donc ça ne sert à rien d'essayer de nous vendre dans l'atelier Perspectives d'avenir une ambition de travailler dans tel ou tel domaine en pensant que ça va augmenter vos chances. Ça n'est absolument pas le cas. Alors, il y a une question là de Julie sur l'admissibilité et l'admission. C'est important de dire que au moment des épreuves du concours, on va faire la somme des scores aux 7 épreuves, les 4 entretiens et les 3 QCM, et c'est tout. Autrement dit, le dossier scolaire ne compte absolument pas. Et quand on regarde sur le concours 2021, les 160 candidats qui ont été admis ont bénéficié très clairement du fait que les épreuves les testaient sur d'autres choses que sur leurs notes. Voilà. Il y en a qui ont gagné des places grâce au concours par le fait qu'on n'a pas utilisé au moment de l'admission et du score final du tout le score d'admissibilité. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris. Ils voulaient savoir s'il y avait donc une seule épreuve orale dans tout le concours. Non, il y en a 7. Ouais. Enfin, il n'y a pas 7 épreuves orales, il y a 7 épreuves, 4 orales et 3 QCM. Et les QCM se font en ligne pendant la session Zoom, surveillée par les étudiants de l'école d'Alfort qui servent à accueillir les étudiants, les candidats, les mettre à l'aise et les répartir dans les sous-salles. Une personne qui se pose la question si, une fois que l'on obtient le concours, est-ce qu'on a accès à une résidence, à un internat? Alors, une fois qu'on est admis dans une école et qu'on a rempli son dossier d'inscription, on est étudiant à part entière. On n'est pas en prépa ou quoi que ce soit, comme je l'ai dit. On est étudiant en première année de l'école. Donc, on bénéficie de tous les avantages que présente l'école d'accueil. Voilà. Et sur les 4 écoles vétérinaires, il y en a 3 qui ont sur leur campus une résidence. Elle est gérée directement par l'école à Maisons-Alfort. Elle est gérée par des tiers à Lyon et à Toulouse, mais elle est sur le campus. À Nantes, il n'y a pas de résidence sur le campus, mais il y a des tas de résidences à proximité. Et voilà. Donc, on y a accès au même titre que les étudiants des autres années. Question importante que je viens de voir passer de Garance. J'ai dit que le pourcentage de mentions très bien au bac était pris en compte dans l'admissibilité. L'idée étant de donner un bonus à des gens qui sont issus d'un lycée qui ne performe pas particulièrement en ce qui concerne son pourcentage de mentions très bien. Ça ne veut pas dire du tout que ça disqualifie les étudiants qui sont dans un lycée à fort pourcentage de mentions très bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de malus pour ces candidats-là. Ça serait de la discrimination et c'est interdit par la loi. Et d'autre part, quand on est admis dans un lycée comme ça, c'est qu'on a un niveau et des notes qui confèrent d'excellentes chances d'être admissible. Donc, il n'y a pas de problème.
une personne qui demande si, si la première année n'est pas une prépa intégrée, alors en quoi ça consiste, quelles sont les matières Alors, là, il est tard, hein, je ne vais pas tout expliquer, mais tout ça, c'est décrit sur le site du concours, dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure. Vous avez les différentes matières, elles sont toutes listées, mais en gros, vous n'en serez pas surpris. Il y a de la biologie, il y a de la biochimie, il y a de la biologie cellulaire, moléculaire, il y a de la physique-chimie, il y a un peu de maths, il y a des choses en rapport avec le monde vétérinaire et la société. Il y a de la méthode de travail, de la communication, il y a de l'anglais. Voilà. Je précise concernant les langues que on prend pour l'admissibilité les notes de langue, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de facteur de pondération, par exemple sur l'anglais. Quelle que soit la langue qu'on a pratiquée, on a les mêmes chances. Par contre, une fois entré en école vétérinaire, on va se taper de l'anglais. Ça, c'est clair. Mathis pose la question de tel ou tel projet qui serait défavorisé au moment des entretiens, projet d'exercice professionnel. Aucun projet n'est favorisé ou défavorisé. Encore une fois, on ne cherche pas particulièrement à recruter des profils de futurs vétérinaires, on cherche à recruter des profils intellectuels, des capacités et même affectives, l'empathie, l'écoute, etc. Donc en fait, c'est la cohérence de votre projet qui va être évaluée. Ce n'est pas le projet en lui-même. Il y a une question sur les options européennes. Il y a évidemment une étude qui va être faite de tous les dossiers de gens qui sont en section européenne, de tous les gens qui préparent des bacs binationaux, ABIBAC, ESABAC, etc. Voilà, tout ça est particulièrement pris en compte, les chances étant exactement les mêmes pour les candidats. Voilà, donc les seuls candidats qui bénéficient de par la loi d'un mécanisme qui augmente un peu leurs chances, ce sont les boursiers du lycée. Voilà, donc parmi les admis, il y aura 12% de boursiers du lycée. C'est le Code de l'éducation qui le permet dans Parcoursup. Nous utilisons ce dispositif-là. Pour les autres, nous faisons vraiment très attention à être totalement équitable là-dessus. D'autres questions, Jacques ou Ilyes? Pas tellement. Alors, je vais vous passer des questions sur les projets d'avenir. Je voudrais juste que vous ayez en tête que le temps d'entretien, il est chronométré et il est limité. Donc, vous pouvez dire que vous ne savez pas trop, vous hésitez entre deux voies. Voilà, du moment que vous avez le temps d'en parler dans l'intervalle donné. Et encore une fois, c'est la cohérence de ce que vous dites qui va être évaluée. Il y a une question qui nous concerne davantage. Comment a-t-on trouvé cette première année? Si c'était dense, donc oui, c'est assez dense, oui, il y a du travail, mais je pense que si on est sectionné, c'est qu'on a quand même la capacité de pouvoir vivre cela, mais oui, ça nécessite du travail, il faut être honnête. Voilà. Alors, j'ai vu passer beaucoup de questions sur les coefficients qui sont utilisés dans l'admissibilité entre les différentes notes. Ces coefficients, ils ne sont pas définis. Ils vont probablement changer par rapport à l'année dernière et on ne les publiera pas. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les spécialités comptent un peu plus que l'histoire géo, les langues et le français, mais sans pour autant rendre négligeables ces notes-là. Si on les incorpore, c'est qu'elles comptent. Voilà. Et puis j'ai dit que parmi les spécialités, voilà, la biologie, que ce soit la SVT ou bioécologie, compte un peu plus que maths et physique-chimie qui, elles, sont au même plan, et toutes les autres spécialités un petit peu en dessous, sans pour autant que ça disqualifie complètement les autres profils. On a une question sur les frais de scolarité à l'année en école vétérinaire. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les 20 €, là, c'est pour s'inscrire au concours. Hein. Et d'ailleurs, on les paye qu'on soit boursier ou pas, et on n'est pas remboursé si on n'est pas admissible. Hein. C'est vraiment un droit pour s'inscrire à ce concours et pour que son dossier soit examiné. Ensuite, si on a la chance d'être admis, la chance et le mérite, parce que Jacques et Ilyes
qui sont là méritent tout à fait leur admission. On paye des droits de scolarité qui sont les mêmes pour chaque année d'études vétérinaires. Et je crois que l'année prochaine, ça a été augmenté un petit peu, ça sera 2 560 € par an. Voilà, les boursiers de l'enseignement supérieur étant évidemment exonérés de payer les droits d'inscription. Sinon, au niveau des questions, c'est vrai que ça se répète un peu, c'est beaucoup sur les spécialités, beaucoup sur comment est-ce qu'on va évaluer le concours. On a aussi une question d'une personne qui avait redoublé sa terminale parce qu'elle a eu une maladie. Est-ce que Parce qu'elle a eu une maladie, en fait, pendant... Ah oui, bah là, les cas particuliers, à partir du moment où ils sont argumentés médicalement, validés, etc., ils sont évidemment pris en compte, hein, c'est une évidence. De la même façon, on a eu cette année, au concours 2021, une candidate qui a été hospitalisée la semaine du concours. On l'a prise dans les jours qui ont suivi sa sortie d'hospitalisation, et il se trouve qu'elle a été admise. Donc vous voyez que ça n'a absolument... par contre, c'est évidemment sur certificat médical, etc., etc. Il y a une question là que j'ai encore sous les yeux. Est-ce qu'il vaut mieux un 15 en lycée privé ou un 18 en lycée agricole, qui rejoint une autre question sur, pour les spécialités, est-ce qu'on va prendre les bulletins scolaires ou les notes du bac? Alors, pour les spécialités de première, on va prendre les bulletins scolaires, et pour les spécialités de terminale, on va prendre les notes du bac, sauf annulation encore cette année. Donc, très clairement, il vaut mieux avoir un 18 qu'un 15. Et lycée privé ou lycée agricole, on s'en fiche. On n'examine pas le type de contrat, le type de lycée d'origine. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas en lycée et qui préparent le bac par le CNED, qui ont été candidats et qui ont pu rentrer leur dossier sans problème. Est-ce qu'il y a une importance sur l'ordre des vœux pour les 4 écoles sur Parcoursup? Non. Non, ça, il faut que vous compreniez ça, hein. Vous mettez les 4 écoles en sous-vœux, mais on ne vous demande pas de les classer. Vous dites, vous avez certainement, en fonction de votre origine géographique, etc., vous savez que vous préféreriez aller dans telle ou dans telle école. Mais on ne vous demande pas de les classer. On vous dit simplement, mettez en sous-vœux si vous êtes admis, là où les écoles dans lesquelles vous aimeriez aller. Donc, vous mettez les 4. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes admis, et donc Jacques et Ilyes ont reçu, quand ils ont été déclarés admis par Parcoursup, ils ont reçu un message de Parcoursup en disant « Vous êtes admis à Lyon ». Bon, puisqu'ils sont étudiants à Lyon, mais peut-être que vous avez reçu aussi, Jacques et Ilyes, vous êtes admis à Toulouse et vous êtes admis à Nantes. Et c'est eux qui choisissent en fonction des places disponibles. Mais en fonction des places disponibles, en fait, à partir du moment où ils reçoivent une proposition d'admission de Parcoursup, c'est qu'il reste des places. Donc, il faut juste répondre très vite, se connecter sur Parcoursup et répondre très vite. Sinon, évidemment, ça risque de se remplir. Mais voilà. Donc, en fait, on choisit l'école dans laquelle on va. C'est pour ça qu'il faut mettre les 4. Et j'ai vu passer une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. On peut refuser des propositions d'admission dans Parcoursup. Alors, il y a une question sur le niveau de QI. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Vous savez que la question du QI est une question très controversée. Ce que je peux dire, c'est qu'on explore les intelligences pendant les épreuves orales et pas uniquement une aptitude à résoudre des problèmes de logique ou des choses comme ça. L'intelligence émotionnelle est très largement évaluée dans les 4 mini-entretiens. Il y a une question, est-ce qu'on peut avoir accès aux épreuves de l'année dernière? Non, on ne fera pas d'annales, on ne disposera pas d'annales. Les candidats sont soumis à un engagement de confidentialité. Les étudiants, là, Jacques et Ilyes, qui sont présents aujourd'hui, sont encore sous engagement de confidentialité. Pourquoi? C'est très simple. On a vraiment notre ambition de recruter des profils qui soient un peu différents que des gens qui soient uniquement bons en maths, bons en physique-chimie, bons en SVT, etc. Et donc, on n'a pas envie que ça soit
masquer, alors même s'il est tout à fait possible à des gens de décider de s'entraîner quand même, hein, ça fait partie du choix individuel et familial, mais nous, on essaye vraiment d'explorer des capacités intrinsèques. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à Jacques et Ilyes, ou moi je leur demande, combien de temps, parce qu'en terminale, il faut aussi quand même essayer de bosser sa terminale et d'avoir de bonnes notes aux épreuves du bac, etc. Donc, combien de temps vous estimez avoir passé à préparer les épreuves de l'oral en tout, Jacques ou Ilyes? Très honnêtement, très peu, Voilà. vraiment. Bah, je me suis juste renseigné sur le métier de vétérinaire, mais je connaissais déjà pas mal de choses sur le milieu, mais je ne me suis pas préparé spécialement au concours. J'ai vraiment plutôt travaillé sur mes notes terminales pour mon dossier, quoi. Pareil, Voilà, ouais. et il est là, et il est rentré, donc tirez-en les conclusions, les enseignements que vous voulez. Après, c'est vrai que bah, je trouve que c'est bien plus important de préparer la phase d'admissibilité, de travailler au lycée, mais après, voilà, on a toujours de la documentation, histoire de s'informer sur l'actualité du monde vétérinaire, mais voilà, ça s'arrête là. Alors, il y a une question de monsieur ou madame de Chapdelaine, là. Oui, je voudrais être clair concernant l'admission. À partir du moment où on ne vous demande pas de classer les écoles dans lesquelles vous aimeriez aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 2 juin, je ne sais plus la date dans Parcoursup, à partir du moment où Parcoursup va rendre les réponses concernant les admissions, les 40 premiers, le 2 juin à 8 heures du matin, les 40 premiers sur les 160 places qu'il y a vont recevoir un message de Parcoursup et se voir proposer les 4 écoles. Voilà. Et imaginons, cas très improbable, mais imaginons que les 40 premiers décident tous d'aller dans la même école, ben ça veut dire que cette école va être pleine, et ça veut dire que les 40 suivants qui, le lendemain ou le surlendemain, puisque les candidats ont un certain nombre de jours limités pour répondre, hein, les 40 suivants qui vont se trouver proposer une admission, ben, il n'y aura plus que 3 écoles, et ainsi de suite. Donc si on est moins bien classé, on peut très bien n'avoir une proposition que dans une seule école, parce que c'est la seule dans laquelle il reste de la place. Si on est un peu mieux classé au classement, on a un panel plus large, et on choisit vraiment celle qu'on préfère. Point. C'est aussi simple que ça. Et on peut se trouver en liste d'attente, c'est-à-dire que Parcoursup va vous informer. Imaginons que vous êtes admis dans une école A, mais Parcoursup va vous dire aussi, il n'y a plus de place dans l'école B, mais vous êtes en liste d'attente. Voilà. Et si vous êtes en liste d'attente en deuxième position, peut-être que vous pouvez avoir des chances de rentrer dans l'école B si vous la préférez, mais si vous êtes sur liste d'attente en 140e position, il vaut mieux prendre l'école A dans laquelle vous êtes admis parce que vous n'avez aucune chance de rentrer dans l'école B. Les 160 élèves sont classés en fonction du score total aux 7 épreuves du concours. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre. Et les épreuves ne sont pas pondérées. Les entretiens n'ont pas plus de poids que les QCM, etc., etc. On fait la somme des scores. Bon, eh bien écoutez, si on a terminé, on va pouvoir clore la séance. Bonne chance et bon travail à tous les lycéens. Et puis, bon travail aussi à Jacques et Ilyes. Merci beaucoup. Merci à Audrey et Aurore d'avoir assisté à cette présentation. Et bonne journée.